Bonjour à tous, donc je me présente Cédric Daen, je suis le président du syndicat Cinéol. Le syndicat Cinéol, c'est le syndicat des professionnels de la métrologie et de la vérification des bâtiments. Donc on regroupe notamment les fameux mesureurs de perméabilité à l'air que tout le monde connaît, ainsi que ceux qui font les contrôles de ventilation dans le cadre de la RE 2020 et des différents labels liés notamment à la rénovation, ce qui nous permet d'avoir une assez bonne expérience sur le sujet de la ventilation du fait de ces nombreux contrôles que nous effectuons toute l'année. Et moi, plus particulièrement, je suis à la tête d'un cabinet de mesure et d'expertise, notamment dans les domaines de ventilation. Voilà. Et donc, je vais vous partager mon expérience et celle de mes collègues sur les différents chantiers que nous rencontrons afin que vous puissiez éviter les différents pièges liés à la mise en œuvre. Alors, je me permets juste de poser la question. Au niveau son, je vous entends un tout petit peu faiblement. Ah, je vais essayer de remonter Euh, le micro, parce que j'ai mis un casque exprès justement comme il y avait le problème d'écho. ou Alors, est-ce bougez que pas, je au vais dans les niveau réglages. des participants, oui, je vois qu'il y a une personne qui met effectivement pas très bon au niveau du son. C'est vrai qu'on vous entend. Sinon, je vais passer sur le haut-parleur, hein, c'est pas grave, bougez pas. Hop. Vous entendez mieux là. Oui, oui, on vous entend mieux. Et moi, je refais un test. Est-ce que c'est bon de Oui, mon là, côté? c'est bon. De ton côté, Noémie, c'est bon. C'est Oui. parfait. Monsieur Daen, Ouais, allez-y. ça sur le micro de l'ordinateur. Oui, donc je disais, je vais vous partager mon expérience et celle de mes collègues, hein, puisque nous effectuons ces contrôles de ventilation depuis un certain nombre d'années dans le cadre de labels sur des bâtiments neufs ou rénovés. Et donc, voilà. Allez, on va avancer sur la présentation du coup. Voilà, donc la présentation va s'articuler de la façon suivante. Je vais vous faire un petit rappel de la réglementation, mais ça vous a déjà été présenté par Valérie Leprince, si je ne m'abuse. Donc, je vais juste vous lister les différents textes et réglementations et règles techniques liées à la ventilation. Ensuite, on va parler rapidement des différents types de systèmes et leurs composants. Ça, c'est aussi une présentation que vous avez déjà eue, donc je vais être assez rapide sur ces deux sujets. Ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les non-conformités récurrentes qu'on rencontre sur les systèmes de ventilation qui peuvent amener à des problèmes de bon fonctionnement. Et enfin, je vous indiquerai quelles sont les bonnes règles de conception et de mise en œuvre d'un système de ventilation, donc en commençant par l'étude de dimensionnement et la conception. Ensuite, ce qui est lié plus spécifiquement au groupe d'extraction ou à la centrale. Alors, à chaque fois, je parle de groupe d'extraction ou de centrale, puisque le groupe d'extraction, c'est plutôt la ventilation simple flux. La centrale, on va être sur une double flux. Ensuite, la mise en œuvre des réseaux, les rejets et les prises d'air neufs, les terminaux et bouches, les passages de transit, ensuite les différentes problématiques d'acoustique et on terminera par la partie réglage et mise au point qui est quand même un domaine important pour le bon fonctionnement de ces systèmes de ventilation. On va avancer sur la slide suivante. Voilà, donc les différentes réglementations et règles techniques, donc le texte fondateur de la ventilation, c'est, ah bah tiens, j'ai oublié d'enlever l'année, mais c'est pas très grave, puisqu'elle est juste après, c'est l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements qui a été modifié en 1983 pour prendre en compte les systèmes à modulation de débit. Donc ça, c'est le texte de base. Ensuite, il est apparu le DTU 68.3 de juin 2013 sur les installations de ventilation mécanique simple flux et double flux. Donc, c'est les bonnes règles de mise en œuvre, notamment de cette ventilation. Vous avez le cahier du CSTB 3376 de novembre 2001. C'est les dispositions d'usinage et d'entaille destinées à recevoir les entrées d'air. En clair, c'est la mise en œuvre des entrées d'air et surtout des passages d'air au travers des menuiseries ou des coffres de volets roulants. On a ensuite la norme NFE 51732, c'est pour les entrées d'air en façade, notamment quand on a des problématiques d'acoustique. Le CPT 3827 et 3828, alors vous, c'est plutôt le 3828, puisqu'on va parler essentiellement d'habitat individuel. Donc, c'est les cahiers de prescription techniques liés au système de ventilation simple flux et gros réglable, qui sont ceux qu'on rencontre le plus fréquemment. Et enfin, les avis techniques des fabricants. Voilà, donc ce que je recommande à tous, c'est d'avoir sous la main ces différents textes. Ils ont beaucoup d'éléments techniques à l'intérieur. Et c'est notamment eux qui font référence sur toutes les règles de mise en œuvre et de conception des systèmes de ventilation. On peut passer à la slide suivante. Donc, les différents composants, donc on va avoir deux grandes familles de systèmes de ventilation, les systèmes double flux et les systèmes simple flux. Alors, je parle de ventilation mécanique, bien évidemment.
Hein, donc, système simple flux, on va avoir des entrées d'air, un groupe d'extraction, des réseaux et puis des bouches. Sur le système double flux, on va avoir la centrale, le réseau avec des collecteurs. Hein, c'est ce que vous voyez sur le petit dessin à droite. On a en général un départ de soufflage, un départ de reprise raccordé à la centrale. Ensuite, on va distribuer les réseaux vers les différentes bouches. Et puis, on a ensuite ces fameuses bouches d'extraction ou de soufflage, suivant la partie du réseau concernée. Hein, et s'ajoute à ça, bien évidemment, le rejet pour les systèmes à extraction simple flux. Et pour les parties double flux, on a un rejet et une prise d'air neuf à l'extérieur du bâtiment. On peut passer à la slide suivante. Les non-conformités récurrentes, donc déjà les non-conformités au niveau de la conception, hein, ça arrive assez souvent. Alors, quand on peut avoir des études thermiques, alors moins dans le cadre de la rénovation, c'est plutôt dans la partie neuve. On a un changement de système et l'étude thermique n'est pas mise à jour. Ça peut être un enjeu, notamment dans le cadre de labels pour la rénovation. Les études de dimensionnement qui ne sont pas mises à jour en fonction des changements de configuration du logement. On va rajouter une pièce humide ou en supprimer une, rajouter une chambre parce qu'on va diviser un séjour qui était assez grand en 2 pièces. Bon, bah dans ce cas-là, il faut mettre à jour ces études de dimensionnement puisqu'on va avoir des bouches à rajouter ou à supprimer. Et puis des pièces humides pour lesquelles une bouche d'extraction n'a pas été prévue dans l'étude de dimensionnement. Donc, je rentrerai un peu plus dans le détail après, mais chaque pièce humide, dans les grands principes, doit contenir une bouche d'extraction à minima. On peut passer à la slide suivante. Ensuite, les non-conformités fonctionnelles. Donc, ça peut être une singularité trop proche du moteur de l'extracteur ou du groupe de soufflage qui va créer une perte de charge trop importante à proximité de ce moteur. On peut avoir des rejets des prises d'air neuf qui vont être mal positionnées, donc soit proche d'une source de pollution, soit trop proche l'une de l'autre. On va avoir la mauvaise configuration de bouche, on va avoir une bouche qui n'est pas adaptée à la pièce dans laquelle elle se trouve ou à la typologie du logement, des détalonnages qui ne sont pas conformes, qui sont souvent trop faibles. Les piles dans les bouches, parce que quand on a des bouches à passage en grand débit, on peut avoir soit des systèmes à cordelettes, soit des systèmes à piles ou des raccordements secteurs. Et bon, bah, si c'est un système à piles, il faut quand même que les piles soient présentes, sinon ça ne fonctionnera pas. Les mauvais calfeutrements entre conduit et cloison, c'est ce qu'on voit dans la photo qui est en bas. Hein. On a un espace entre le conduit de raccordement de bouche et la cloison, et forcément, ça va perturber le bon fonctionnement de cette bouche et rendre sa liaison au réseau souvent assez peu étanche. L'accès non sécurisé au groupe ou à la centrale double flux, si c'est une centrale double flux qui est en comble. Les conduits qui ne sont pas isolés alors qu'ils doivent l'être. Je rentrerai un peu plus dans le détail, mais il y a des conduits dans certaines parties du réseau qui doivent être nécessairement isolés, des connexions de réseau qui ne sont pas étanches, et éventuellement un mauvais positionnement des bouches, donc à plusieurs égards. Hein, ça peut être par rapport aux angles rentrants, ça peut être la hauteur, ça peut être à proximité des sources de chauffage. On peut passer à la slide suivante. Ensuite, quand on contrôle un réseau, on va vérifier soit son débit, soit sa pression en fonction des types de réseaux. Je rentre un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais on peut avoir notamment ces débits qui sont non conformes. On a été un peu trop vite. Voilà. Et l'une des causes récurrentes de ces débits non conformes, c'est souvent les défauts d'étanchéité du réseau qu'on a cités précédemment. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc là, on va rentrer dans les bonnes règles de mise en œuvre et de conception d'un réseau de ventilation. Donc, si on a une étude thermique présente, il faut que l'étude de dimensionnement soit cohérente avec cette étude thermique. On peut avoir, dans certains cas de label, puisqu'on parle ici de rénovation, une étude de type RTX, même si de plus en plus on va travailler sur le moteur DPE. Donc, il faudra que cette étude de dimensionnement soit conforme à ce qui est prévu dans cette étude. Il faut bien repérer sur plan l'implantation des différents composants et de l'extracteur de la centrale, parce que des fois, si ce n'est pas suffisamment anticipé, on peut avoir un problème avec un passage qui sera insuffisamment grand au travers d'une dalle pour passer un réseau d'un étage à un autre, un positionnement de bouche qui ne va pas être correctement fait parce qu'on n'a pas repéré cette implantation préalable. On peut avoir en plus différents corps d'État qui vont interagir les uns avec les autres suivant le niveau de la rénovation. L'étude, elle doit être conforme à l'avis technique si on est sur un système sous avis technique ou au débit réglementaire. En clair, l'avis technique, il est prévu dès qu'on a un système à modulation de débit, puisque l'arrêté de 82 indique des débits minimums à respecter, mais on peut utiliser d'autres systèmes comme les systèmes hydro-réglables qu'on voit assez classiquement.
Donc, ces systèmes-là sont sous avis technique. Donc, l'étude de dimensionnement doit respecter les prescriptions de cet avis technique quant aux typologies, notamment des bouches. Prévoir une bouche d'extraction ou de reprise si on est sur un système double flux dans chaque pièce humide. Donc, ce qui définit une pièce humide, c'est une arrivée d'eau. Donc, ça peut être un cellier, ça peut être une machine à laver dans un espace relativement restreint. Dès que j'ai un point d'eau, donc ça peut être une vanne d'attente ou un robinet, je dois nécessairement mettre une bouche d'extraction ou de reprise si je suis sur un système double flux dans cette pièce. Le seul cas qui n'est pas concerné par ça, c'est le ballon d'eau chaude. C'est-à-dire que si dans la pièce, il n'y a qu'un ballon d'eau chaude et pas de robinet ou de point de puisage, on n'a pas la nécessité de mettre une bouche d'extraction. Si par contre, on a un robinet, une vanne d'attente, comme je disais, la bouche d'extraction est obligatoire. Et c'est ce qu'on appelle dans la vie technique la salle d'eau. Attention de ne pas faire de confusion. Dans la vie technique, vous avez des différents tableaux de configuration de bouche. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera plus précisément des bouches. Une salle d'eau, en fait, c'est une pièce, non pas une pièce avec un receveur de douche, mais une pièce avec un point d'eau qui ne comporte ni receveur de douche, ni baignoire, et qui n'est pas une cuisine. Donc la salle d'eau, ce n'est pas la salle d'eau comme on l'entend habituellement, hein, c'est plutôt un cellier ou une laverie. Hein. Et ce qu'on appelle salle de bain dans la vie technique, c'est aussi bien ce que les gens appellent une salle d'eau, c'est-à-dire avec un receveur de douche, ou une salle de bain avec une baignoire. Donc attention à ça. Et puis attention aussi, si vous avez la présence d'un WC dans cette salle de bain, puisque dans ce cas-là, ce sera une autre configuration de bouche avec un passage en débit de pointe lié à la présence de ce WC qui devrait être installé. Voilà. Et donc, toute modification de configuration du logement, donc quand je dis configuration, c'est le nombre de pièces de vie, si je rajoute une chambre, si je rajoute ou je supprime une pièce d'eau, ça conduit à la modification de l'étude de dimensionnement. Et l'étude de dimensionnement, c'est quand même un élément important. C'est ce qui permettra de choisir le caisson le plus adapté à votre bâtiment pour avoir les débits suffisants et avoir surtout la capacité, une fois qu'on a tracé les réseaux, de compenser les pertes de charge si elles sont relativement importantes. Il y a d'ailleurs eu une évolution de ces études de dimensionnement pour les très grands logements, parce qu'on avait des maisons où pour des problématiques techniques ou en fonction de la taille et du nombre de pièces, on ne pouvait pas mettre qu'un seul moteur, on est obligé de mettre deux moteurs, et c'était un cas qui n'était pas envisagé dans les anciens avis techniques. À présent, c'est tout à fait possible de prévoir deux groupes d'extraction dans un même logement. Simplement, il ne faut pas les choisir au hasard. Hein. Il est bien défini quel groupe va desservir notamment la partie qui contient la cuisine et celui qui desservira le reste du logement. On peut passer à la slide suivante. Donc ensuite, la partie groupe d'extraction et centrale. Donc centrale, quand je parle de centrale double flux, parce que c'est plutôt comme ça qu'on l'appelle. Et sinon, l'extracteur, c'est l'extracteur d'un système simple flux. Donc ça, la première des règles, c'est qu'ils aient leur alimentation indépendante. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une ligne d'alimentation directe jusqu'au tableau électrique avec un disjoncteur dédié à cette centrale ou ce groupe d'extraction. Ça, c'est la règle de base. Ensuite, l'accès doit être sécurisé pour permettre l'entretien, nettoyage et remplacement des filtres. Donc, quand on est sur une double flux, on est plutôt dans le volume chauffé, puisque c'est ce qui est prescrit. Vu qu'on a un échangeur de chaleur, c'est mieux d'éviter de la mettre hors zone chauffée. Donc, il faut qu'on puisse changer les filtres, notamment sur cette double flux pour l'entretien. Quand on a un groupe d'extraction qui est situé dans un comble perdu, à minima, il faut une trappe 50-50 pour rentrer dans ce comble. C'est la règle. Et ensuite, il faut, si le groupe n'est pas à proximité de cette trappe, un platelage pour pouvoir accéder au groupe, notamment pour pouvoir le nettoyer, faire l'entretien et le dépanner. Ça, c'est des règles obligatoires. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, la partie réseau, donc là, c'est un élément qui est relativement stratégique et qui est souvent un peu négligé. Donc, il faut limiter les coudes pour éviter les pertes de charge trop importantes, éviter les bras morts qui risquent de créer des zones d'accumulation d'humidité. Il va y avoir une condensation qui va rester en bas du bras mort, en plus de créer un problème de perte de charge. Ensuite, l'autre règle à respecter, c'est qu'il faut des conduits isolés dans les zones non chauffées, notamment quand on parle de combles. Quand on a le groupe d'extraction qui est dans les combles, tous les conduits qui sont dans ces combles, qui sont hors zone chauffée, doivent être nécessairement isolés pour éviter la condensation à l'intérieur de ceux-ci.
Pour les systèmes double flux, à minima, on doit isoler le réseau de soufflage parce que sinon, vous risquez de perdre les calories récupérées par l'échangeur et éventuellement produites par la batterie si vous avez un système de chauffage intégré à ce système de ventilation double flux. Donc, c'est important d'isoler un minimum le réseau de soufflage et souvent, il est recommandé d'isoler aussi la reprise en fonction de son positionnement. L'autre enjeu important, c'est le raccordement de ces réseaux, soit au collecteur si on est sur un système double flux, soit à l'extracteur. Donc, de façon générale, les fabricants fournissent des accessoires avec des colliers de serrage, des systèmes à joints, etc. Bon, faut nécessairement les utiliser parce que si vous avez des défauts d'étanchéité dans ces endroits-là, au niveau de ces connexions, c'est souvent ça qui fait que vous n'aurez pas le débit à l'autre bout du réseau. Donc attention à ça. Donc soit les connexions côté extracteur d'un côté ou central, et de l'autre, attention aussi aux connexions côté bouche, notamment pour les systèmes simple flux où on va avoir une manchette de raccordement. Donc les grands choix, c'est soit on a les colliers de serrage, les systèmes à joints ou les adhésifs adaptés. On n'utilise pas n'importe quel scotch pour connecter sa ventilation, surtout si on est hors zone chauffée, on risque d'avoir des variations de température assez conséquentes et le scotch risque de ne pas risque de ne pas tenir dans la durée. Donc c'est important d'avoir des adhésifs qui sont adaptés à ces usages. L'autre erreur qu'on voit souvent en simple flux, notamment pour les parties isolées en comble, on a ce qu'on appelle des conduits double pot, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe extérieure, une épaisseur de laine de verre et un conduit intérieur, comme on voit sur le conduit qui est en bas à droite, là, le conduit bleu. L'étanchéité à l'air, elle se fait sur l'enveloppe extérieure. Donc, il faut faire d'abord une première connexion avec le conduit intérieur, certes, mais le plus important, c'est l'enveloppe extérieure. Il faut aussi que celle-ci soit connectée de façon étanche. Il faut bien fermer à cet endroit-là, parce que le conduit intérieur, souvent, c'est un conduit micro-perforé, notamment. Et donc, si vous ne faites pas cette connexion de façon relativement étanche, vous risquez d'avoir un réseau qui, au final, ne sera pas étanche. Ensuite, pour les conduits souples, je vois que j'ai une erreur, il faudra que je corrige. Il faut prévoir une manchette de raccordement. Donc, c'est la photo que vous avez en haut à droite. Donc, c'est une petite manchette. On ne raccorde jamais la bouche directement sur le conduit souple. On a une manchette de raccordement qui permet notamment de pouvoir démonter la bouche pour son entretien sans risquer de dégrader le réseau ou de l'arracher. Ensuite, il faut éviter donc les singularités à proximité de l'extracteur ou de la centrale double flux, puisque vous êtes là où il y aura la pression la plus importante. Donc, c'est des singularités à ces endroits-là. C'est là que vous risquez de créer les plus grosses pertes de charge. Et l'autre petite recommandation qu'on a, c'est de privilégier soit les réseaux rigides quand c'est possible, ou les réseaux semi-rigides ou souples renforcés. Donc, réseau semi-rigide, c'est ce que vous allez avoir notamment sur le système double flux qui est représenté en haut. C'est des systèmes en matière plastique. Et les souples renforcés, c'est ce que vous avez en bas à droite. J'ai mis le conduit d'un fabricant. Je ne vais pas les citer, mais bon, en général, ils proposent tous une solution de ce niveau-là. L'intérêt de ces conduits-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus costauds. Ils risquent moins de se dégrader parce que souvent, si par exemple quand vous faites la ventilation, il va falloir remettre un faux plafond, une cloison, je ne sais quoi, autour de ces conduits pour les masquer parce qu'on ne les laisse pas visibles, ou on refait peut-être l'isolation dans le même temps. Le risque, c'est que le plaquiste, par exemple, mettre un coup de rail par inadvertance sur un des conduits, il peut créer une déchirure et du coup, vous aurez un défaut d'étanchéité important sur ces conduits. Donc, l'intérêt de ces conduits semi-rigides ou des conduits souples renforcés, c'est que vous limitez ce genre de risque. Enfin, sur le conduit semi-rigide, il n'y a aucune chance qu'avec un rail, vous le perciez. Et sur le conduit souple renforcé, c'est assez peu probable aussi. C'est des conduits qui subiront beaucoup moins les problématiques d'écrasement que les conduits souples classiques. Et donc, du coup, sur la durabilité et la facilité de mise en œuvre de vos installations, je pense que c'est le produit à privilégier. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un conseil que je vous donne de par mon expérience. On peut passer à la slide suivante. Oui, je me permets juste de rappeler aux participants, n'hésitez pas dans l'espace questions-réponses, pour que ce soit interactif, à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et je passe à la slide suivante. Alors, l'autre sujet, c'est les rejets. Parce que là, alors ça, le rejet, on va l'avoir aussi bien en simple flux qu'en double flux. Donc, il faut éviter un rejet qui provoquerait une perte de charge trop importante. Il faut que le rejet soit d'un diamètre égal ou supérieur au conduit de rejet prévu en sortie, soit de la centrale double flux ou de l'extracteur. Ça, c'est la première des règles. Si vous êtes sur une toiture en pente, le rejet doit nécessairement être
attendez, singularité à proximité des bouches. Alors quand je dis, ce n'est pas des bouches, c'est à proximité de l'extracteur. Et quand je parle de singularité, bah, ça peut être une réduction de diamètre, ça peut être un coude, ça peut être un piquage, ça peut être, c'est tout ce qui va modifier la forme du réseau. Donc essentiellement sur des réseaux individuels, ça va être un coude brusque juste à côté de l'extracteur ou de la centrale double flux, ou éventuellement une pièce de réduction, enfin une réduction de diamètre ou un écrasement de gaine aussi, qui va générer en fait une montée en pression à cet endroit-là. J'espère que j'ai répondu. Sinon, n'hésitez pas. C'est bon. Voilà. Bon. Donc, la règle, si vous avez une toiture en pente, c'est d'installer le rejet dans le tiers supérieur de cette toiture. Hein. Sinon, ça serait une non-conformité réglementaire. À minimum, il faut être à 40 cm des ouvrants, à 60 cm de toute entrée d'air et minimum à 2 mètres du sol. Ça, c'est les règles de base du rejet. Ensuite, vous devez espacer le rejet de la prise d'air neuf quand vous avez un système double flux. Alors, la durée de vie d'une VMC, ça n'a pas vraiment de durée de vie. Hein, pour répondre à la question qui est posée, donc on me demande si la VMC a une durée de vie et quand faut-il la changer, au bout de combien de temps. Il faut la changer quand elle ne fonctionne plus et qu'elle n'est pas réparable. Mais dans l'absolu, il y a des systèmes VMC qui fonctionnent depuis plus d'une dizaine, voire une vingtaine d'années, qui fonctionnent très bien. Ce qu'il faut, c'est que ce soit entretenu surtout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les conduits soient obstrués par de la saleté, il faut nettoyer les bouches régulièrement. Voilà, s'il n'y a pas de panne, ça peut durer très longtemps. Je n'ai pas d'idée sur la durée de vie d'une BMC. Alors ensuite, est-ce que les 8 mètres n'avaient pas été revus dans le DTU 68.3? Alors, pas à ma connaissance. Alors, je sais qu'il y a eu une mise à jour il n'y a pas très longtemps, à revérifier. Mais pour moi, j'étais resté sur les 8 mètres. Alors, on parle de distance d'une prise d'air neuf. Hein. Ensuite, il faut limiter la vitesse d'air au niveau du rejet. Ça, c'est pour les problématiques d'acoustique. C'est-à-dire que si vous avez un air qui sort trop vite de votre rejet, vous allez avoir peut-être des plaintes des voisins, surtout si vous avez des débits importants. Ensuite, il faut empêcher l'introduction d'animaux dans ces rejets. Donc, c'est une petite grille où, en général, quand vous mettez une sortie de toiture classique, vous avez un dispositif qui est prévu pour ça. Et ensuite, il faut un rejet adapté à la section du réseau, éventuellement conforme à l'étude de dimensionnement, puisque c'est notamment quelque chose qui est à prendre en compte. Alors, pourquoi le rejet dans le tiers supérieur? Ce n'est pas une cheminée. Cela provoque... Alors, certes, ce n'est pas une cheminée, mais c'est la règle qui est imposée notamment dans le DTU 68.3. Donc, et c'est notamment pour éviter que ce soit trop proche de la partie basse du toit et à proximité des fenêtres, je suppose. Voilà. Alors, comment nettoyer les gaines et à quelle fréquence? Et ça dépend du type de gaine que vous utilisez. Ça peut se faire avec un furet. Il y a des systèmes où ils font ça avec des chiffons mouillés, notamment. Il y a des systèmes de lingettes, je crois, sur des centrales double flux par aspiration. On peut passer un aspirateur dedans. Enfin, il y a différents types. Mais surtout, ce qu'il faut nettoyer avant de nettoyer les gaines, c'est les bouches. Les bouches d'extraction, souvent, si vous les nettoyez régulièrement, vous risquez d'avoir moins d'encombrement et moins de saleté dans les gaines. Après, la fréquence, je dirais que l'idéal, c'est quand même, ce serait bien de faire ça une fois par an. Même si je sais que la réalité fait que ça n'est pas fait comme ça, ce serait quand même l'idéal. Voilà, donc le rejet adapté à la section du conduit. Donc là, par exemple, je vous ai mis une photo de rejet de toiture classique et celui qui est à gauche, c'est un système de connexion sur des tuiles douille. On n'enfile pas directement le conduit dans la tuile douille. C'est un raccord qui est prévu à cet effet-là et qu'on doit choisir en fonction de ce qui est prévu dans l'étude de dimensionnement. On peut passer à la slide suivante. Donc ensuite, quand vous êtes en système double flux, en plus du rejet, vous avez une prise d'air neuf. Hein, donc il y a la distance que je vous indiquais tout à l'heure entre le rejet et la prise d'air neuf. Ensuite, elle doit être à 20 mètres de toute source de pollution. Donc notamment, attention de ne pas les orienter. Si vous avez une façade qui est exposée sur une route à fort trafic, il vaut mieux éviter de la mettre de ce côté-là, sinon vous risquez d'avoir un air qui soit considérablement pollué. Alors que l'intérêt de la double flux, c'est notamment que vous avez un filtre et de limiter la pollution. C'est un des intérêts importants de ce système.
Ensuite, il faut qu'elles soient plus basses que le rejet si elles sont sur la même façade. Et elle est à positionner en fonction des vents dominants. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, c'est de mettre la prise d'air neuf face aux vents dominants quand vous avez des vents dominants, ce qui évitera d'avoir des problématiques de prise d'air. Il faut limiter la vitesse au niveau de la prise d'air aussi. Donc, la limite, en général, qui est recommandée, c'est 2 mètres secondes. Empêcher l'introduction d'animaux. Donc là, on est sur le même principe que le rejet. Hein, et une prise d'air neuf adaptée à la section du réseau et conforme à l'étude de dimensionnement. Donc, c'est toujours pareil, il faut qu'elle soit du même diamètre que le conduit, que la section prévue pour l'entrée dans la centrale double flux. Alors, de façon générale, ce qu'on recommande, c'est de ne pas les mettre sur le même plan. C'est-à-dire que si vous mettez votre rejet en toiture, l'idéal, ce serait de mettre plutôt la prise d'air neuf sur la façade ou sur un pignon. Hein, et éventuellement, vous avez aussi des systèmes de prise d'air neuf si vous couplez ça avec un puits canadien, donc ils seront au sol, et dans ce cas-là, il y aura moins de sujets à cet égard. On peut avancer sur la slide suivante. Donc là, on va parler maintenant des bouches, de leur mise en œuvre et de leur choix. Donc on va prendre 2 grands principes, les systèmes sous avis technique, donc c'est essentiellement souvent les systèmes hygro-réglables ou à variation de débit. Hein, donc là, quand vous êtes sur un système sous avis technique, vous ne devez utiliser que les composants prévus dans cet avis technique. Donc ça va du moteur jusqu'aux bouches, voire, en tout cas, ce qui est plus souvent, il y a une recommandation aussi pour les rejets. Donc le panachage des marques, quand on est sous avis technique, n'est pas autorisé. Vous ne pouvez pas mettre des entrées d'air d'une marque, des bouches d'extraction d'une autre marque, et le moteur éventuellement d'une troisième marque. Donc, il faut que tout soit sur le même principe. Donc les références de bouche et les entrées d'air, enfin des bouches d'extraction et entrées d'air sont indiquées dans l'avis technique. Donc là, je vous ai mis le tableau d'un avis technique hygro-B d'un fabricant, mais ils sont tous structurés de la même façon, parce que les avis techniques sont pilotés par le CSTB. Donc vous ferez juste attention, c'est que dans les avis techniques, vous avez plusieurs configurations en fonction du type de logement. En général, vous avez 3 grandes configurations. Vous avez la configuration hygro-A, hygro-B. Donc la différence entre hygro-A et hygro-B, ce qu'on vous a déjà expliqué dans un précédent webinaire, c'est qu'en hygro-A, on a des entrées d'air qui sont autoréglables à débit fixe, les bouches d'extraction qui sont hygro-réglables. En hygro-B, j'ai à la fois les entrées d'air et les bouches d'extraction qui sont hygro-réglables. Et le troisième tableau que vous avez en général, c'est la VMC gaz, qui est assez peu présente en logement individuel, qu'on voit plutôt en collectif. Mais j'ai déjà croisé 1 ou 2 maisons qui étaient équipées d'une VMC gaz, ça s'est fait à une époque. Et donc, dans ce tableau, à chaque fois, dans la première colonne, vous avez le nombre de pièces du logement, donc du F1 jusqu'au F7. Et ensuite, vous avez différentes configurations, suivant que vous ayez une ou plusieurs salles de bain, avec ou sans WC, etc. Et donc, on vous précise dans ce tableau, à chaque fois, quelle est la référence de la bouche qui doit être installée dans chaque pièce. Voilà. Donc là, vous avez les références des bouches d'extraction pièce par pièce. Et puis ensuite, dans les 3e et 4e colonnes, vous avez les entrées d'air qui doivent être mises en place. Donc attention, dans les configurations, notamment des studios, souvent, c'est non pas une, mais 2 entrées d'air qui doivent être positionnées, et ça peut être des entrées d'air. Alors, studio en maison, c'est assez rare, mais bon, en maison à coller, pourquoi pas. Ça peut être des entrées d'air autoréglables. Donc attention à ça, il y a un petit point de vigilance sur la configuration d'une pièce. Vous pourriez avoir par exemple une maison avec une dépendance à côté, où vous auriez des systèmes indépendants dans ces 2 maisons. Bon, dans ce cas-là, si vous êtes dans une configuration F1, attention aux entrées d'air que vous allez mettre. Voilà. L'autre règle, c'est de positionner les bouches d'extraction et les entrées d'air à 1,80 m minimum. Ça, c'est obligatoire. Quand on est sur des bouches hygro-réglables, on n'a pas la nécessité, dont on parlera tout à l'heure, des 20 cm de chaque angle rentrant. À une époque, c'était obligatoire, et cette obligation a été supprimée parce qu'elle est inutile sur ces systèmes-là. Ah, visiblement, il y a eu un petit bug. Il faut éloigner les bouches des émetteurs de chauffage, c'est-à-dire qu'en clair, il faut éviter que les bouches soient au-dessus des radiateurs ou des convecteurs ou autres. Hein. Ce qui est demandé, c'est d'être à 50 cm sur le côté du. Alors, le tableau, il n'est pas forcément très lisible. L'idée, c'était de vous le donner à titre d'exemple parce qu'il est différent en fonction de l'avis technique. C'est-à-dire que quand vous allez
acheter ou prévoir un système de ventilation d'une marque ou d'une autre, il faudra prendre l'avis technique correspondant. Ce n'est pas toujours le même. Là, celui que je vous ai mis là, c'est pour un fabricant, mais chaque fabricant a son avis technique et donc il faudra, une des premières démarches si vous devez installer un système hygrobé, c'est de télécharger l'avis technique. Vous l'avez sur le site de tous les fabricants. Sinon, c'est en accès libre aussi sur le site du CSTB. Vous prenez l'avis technique du fabricant et vous regardez dans cet avis technique le tableau correspondant. Voilà. Celui-ci, il est donné à titre d'exemple, mais ne le prenez pas pour tous les systèmes que vous allez installer, parce qu'il sera valable que pour une marque. Donc, le mieux, c'est de récupérer l'avis technique correspondant au système que vous allez installer. Ah, voilà. Et donc, je disais, il faut éloigner les bouches des émetteurs de chauffage. Donc, si j'ai un radiateur, c'est 50 cm sur le côté à partir du bord du radiateur. Le système hygro au-dessus du chauffage élec. Alors, ce que soit un chauffage élec ou on peut revenir en arrière là, parce que je vais répondre à la question. Donc, l'histoire des 50 cm, c'est tout simplement parce que si vous avez un radiateur en dessous de votre bouche, vous allez faire varier instantanément l'hygrométrie et elle se calera pas à l'hygrométrie de la pièce, mais à ce qui sera généré par la source de chaleur qui se trouve en dessous. Mais c'est valable aussi bien pour un radiateur électrique que pour un radiateur eau chaude classique. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc là, on est sur des systèmes à débit fixe, donc la plupart du temps, ce sera de l'autoréglable. Donc là, les règles de choix de débit, c'est les règles de l'arrêté de 82 modifié 83. Donc là, on n'est plus sur un avis technique. Donc ce qu'il faut, c'est respecter à minima les débits que vous avez sur ce tableau-là qui est issu de l'arrêté. Hein. Donc les bouches d'extraction et les entrées d'air doivent être conformes au débit de l'arrêté de 82. Donc vous l'avez là. L'autre chose à prévoir, c'est que si vous avez des bouches qui ne sont pas munies, enfin qui ne sont pas des bouches autoréglables et qui n'ont pas un module de réglage intégré, il faut prévoir d'intégrer des modules de réglage dans les réseaux. On va avoir de simples grilles, ça n'a rien de vous l'interdire. Par contre, il faut qu'on ait un module de réglage au niveau du réseau avant la bouche, qu'on appelle un MR, pour pouvoir avoir la régulation de débit ad hoc. Ensuite, il faut positionner les bouchées entrées d'air toujours à 1,80 m, comme pour les systèmes liés aux avis techniques. Il y a une contrainte supplémentaire, c'est qu'il faut que les bouches soient éloignées de 20 cm de tout angle rentrant. Donc, ça peut être le plafond, comme vous le voyez sur la photo, ou l'angle à gauche, pour pouvoir permettre la mesure de débit, notamment de cette bouche. Les entrées d'air. Donc, les entrées d'air, elles peuvent être installées soit sur une fenêtre, sur l'ouvrant de la menuiserie, elles peuvent être installées sur un coffre de volet roulant, ou elles peuvent traverser un mur. Ça, vous avez le choix. Alors, les entrées d'air qui traversent les murs, en général, c'est quand on a des façades qui nécessitent un isolement acoustique particulier, puisque c'est souvent ces entrées d'air-là qui sont retenues quand on a notamment une route à fort trafic à proximité. Donc, les règles de mise en œuvre de ces entrées d'air, donc si on parle d'entrée d'air posée sur une fenêtre ou un coffre de volet roulant, là, c'est le cahier du CSTB 3376 et c'est précisé aussi dans les avis techniques qui va indiquer comment l'entrée d'air doit être mise en œuvre. Donc, ce n'est pas des trous de perceuse, il faut faire des mortaises d'une certaine dimension, comme le montre la photo en dessous. Et en traversée de mur, vous avez un guide technique que j'avais cité au tout début qui explique comment faire cette mise en œuvre. Hein. Donc jamais, on ne fait pas des trous de perceuse dans la fenêtre les uns à côté des autres, on fait bien une mortaise, une ou deux mortaises en fonction du type qu'on va avoir à mettre en œuvre pour mettre en œuvre correctement cette entrée d'air et permettre un passage d'air suffisant. On peut passer à la slide suivante. L'autre sujet qui est souvent négligé, c'est les passages de transit, parce que la ventilation, elle se fait par balayage, c'est-à-dire qu'on fait rentrer l'air dans les pièces dites de vie et on l'extrait par les pièces humides. L'idée, c'est d'éviter que l'humidité aille vers les pièces de vie, notamment, hein, et puis d'assurer un bon renouvellement d'air. Donc, pour que ça fonctionne bien, la plupart du temps, ce qu'on fait de façon générale, c'est le détalonnage des portes. Donc, la mesure, elle se fait sol fini, y compris la barre de seuil. Donc, la règle est très simple. Pour les cuisines fermées, alors quand je dis cuisine fermée, c'est cuisine indépendante du séjour et pas ouverte sur le séjour, c'est 2 cm de détalonnage. Et pour toutes les autres pièces, que ce soit les chambres, les pièces humides, etc., ce n'est pas que les pièces humides, c'est toutes les autres pièces, c'est 1 cm de détalonnage. Si jamais il n'y a pas moyen de faire un détalonnage, on peut mettre une grille de transfert. Enfin, bon, en général, ce n'est pas ce qui se fait parce que ce n'est pas esthétique sur une porte. Les gens ont plutôt tendance à opter pour le détalonnage. Voilà, donc la règle est très simple. Cuisine fermée 2 cm, les autres pièces 1 cm.
On peut passer à la slide suivante. Alors ensuite, il y a les problématiques d'acoustique. Donc ça va être ce que je disais tout à l'heure. Donc rejet prise d'air neuf adapté à la section du réseau. Parce que si vous mettez un rejet trop petit, bah, vous allez accélérer l'air quand il va sortir de ce rejet-là et créer peut-être des problèmes acoustiques. Il faut des systèmes antivibratiles adaptés. Donc ça, c'est en fonction du système que vous allez installer. Sur les centrales double flux, en général, c'est intégré directement à la centrale. Il faut vérifier quand même que ce soit prévu. Sur les systèmes simple flux, vous avez des moteurs qui sont faits pour être suspendus, comme vous le voyez sur la photo en haut. Vous avez des systèmes simple flux qui sont prévus pour être fixés soit sur un élément de charpente, soit sur le platelage. Hein, ça, vous avez ce qu'il faut, c'est vérifier la note technique. Hein, et quand vous avez ces éléments-là, il y a normalement, il y a des petites pièces caoutchouc qui sont fournies avec pour désolidariser au niveau vibratoire ces éléments-là. Et attention de bien utiliser ce qui est fourni avec l'appareil et pas autre chose. Et puis éventuellement, ça c'est plutôt en double flux, on va avoir des pièges à son qui peuvent être installés, donc aussi bien sur le soufflage que la reprise, parce que ça peut être aussi un problème quand on a du soufflage, d'avoir une ventilation qui est trop bruyante dans le logement. Hein. Donc attention à ça. On peut passer à la slide suivante. Donc ensuite, un élément important, c'est le réglage et la mise au point de l'installation de ventilation. Donc il y a deux types de mesures qui sont faites. Si on est sur un système hygroréglable, on mesure la pression au niveau de la bouche avec un manomètre. Donc c'est la photo que vous avez en bas. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir une petite tige de 5 cm au bout du tube de pression. On rentre le tube dans la bouche 5 cm derrière la bouche et on mesure la pression, parce qu'en fait, ces bouches-là, elles régulent côté réseau en fonction de la pression. Donc, de façon générale, aujourd'hui, les systèmes hydro-réglables, hormis quand on est sur des réseaux basse pression, en maison, c'est plutôt rare, il faut que vous ayez une pression entre 80 et 160 pascal au niveau de chaque bouche, sauf au niveau du grand débit cuisine. Sauf au niveau du grand débit cuisine. Donc, attention à ça. Et pour les systèmes à débit fixe, on mesure donc un débit directement au niveau de la bouche. Donc en général, ce qu'on recommande nous, c'est d'utiliser un anémomètre à hélice, éventuellement avec un cône de redressement, avec un système de redresseur de débit. C'est le petit système à nid d'abeille que vous voyez sur la photo en haut à gauche qui vient se connecter au cône, puisque quand on est sur du soufflage, on peut avoir un air qui est relativement turbulent en fonction des types de bouches de soufflage. Donc au moins, ça vous assure d'avoir un débit correct mesuré, parce que c'est important que ce que vous mesuriez soit mesuré de façon efficace et précise. Hein. Et donc, il y a des petites précautions à prendre quand vous faites vos mesures. Alors déjà, la première, ce qu'il faut, c'est faire attention à ce que les autres bouches, pendant que vous mesurez une bouche, qu'elle soit en débit de base ou en débit de pointe, celle que vous mesurez, il faut que les autres bouches soient en débit de base, puisque vous avez des bouches qui peuvent être à variation de débit. Quand je dis variation de débit, c'est une variation commandée. Hein. Si vous avez une bouche WC, par exemple, elle peut avoir un détecteur de présence ou une cordelette. Dans la cuisine, souvent, vous avez une cordelette ou un interrupteur pour passer en débit de pointe. Donc, ce qu'il faut, c'est que les autres bouches, hormis celles que vous mesuriez, soient en débit de base et surtout pas en débit de pointe, puisque vous avez sur les moteurs, sur le dimensionnement des systèmes de ventilation, souvent des règles de foisonnement, ce qui fait qu'ils ne sont pas censés fournir non plus le débit max sur toutes les bouches en simultané. Vous risqueriez de croire que l'installation est non conforme alors qu'elle l'est. Hein. Il faut juste être vigilant sur ce point. Ensuite, pendant que vous faites la mesure, il faut que toutes les portes ouvertes, les portes intérieures soient en position ouverte. Et la particularité des systèmes hygroréglables, c'est qu'en complément, il faut ouvrir les fenêtres pour avoir une pression stable et délestée au niveau du logement pendant que vous faites vos mesures de pression. Voilà, et ça va être l'élément important qui va vous permettre de vérifier que votre système fonctionne de façon efficiente et correcte. Sans cette mise au point, alors sur un système simple flux, il n'y a pas de réglage bouche par bouche si vous êtes sur de l'hygroréglable, mais ça vous permet de voir s'il y a un sujet. Et si vous avez une pression qui est trop faible sur une des bouches, il y a fort à parier que vous ayez peut-être un défaut d'étanchéité sur le réseau qui va faire que la pression chute sur cette bouche-là plus que les autres. Ou que le moteur est peut-être mal réglé, puisque des moteurs simple flux, il y en a certains qui ont un système de cavalier pour passer en petite ou en grande vitesse, donc il faut faire attention à tout ça. Ensuite, il y a un point d'attention particulière, c'est le poêle à bois. Quand vous avez une ventilation mécanique, il est
très fortement recommandé, voire obligatoire, d'avoir une arrivée d'air directe le reliant à l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est éviter que le poêle à bois ait une prise d'air dans le volume quand vous avez une ventilation mécanique, parce que ça pourrait perturber l'arrivée du comburant sur ce poêle à bois. Donc, c'est une règle de sécurité pour éviter notamment les intoxications au monoxyde de carbone. J'ai terminé. Donc, en clair, si vous avez bien suivi ma présentation, l'enjeu, c'est souvent plus une bonne qualité de mise en œuvre que de choix de produit. C'est surtout ça qui est important. Et de bien préparer avant d'aller installer sa ventilation. Il faut faut pas hésiter à prendre un moment de préparation, à faire cette étude de dimensionnement et le repérage de ces positionnements de bouche pour éviter de tomber dans les différents pièges que je vous ai cités.